Si une entreprise est à vendre, c'est qu'il y a un problème. Il faut beaucoup d'argent pour reprendre. C'est mieux de créer que de reprendre. Si tu crois encore à ces mythes en 2026, cette vidéo va te réveiller. Parce que ces croyances, elles empêchent des centaines de personnes de se lancer dans la reprise chaque année. Et aujourd'hui, je démonte les 10 mythes les plus tenaces que j'entends tous les jours. Donc reste jusqu'à la fin parce que le mythe numéro 1, c'est celui vraiment qui fait le plus de dégâts. Donc c'est parti. Avant de commencer, laisse-moi juste te dire un truc. Ces mythes, c'est pas juste des croyances inoffensives, ce sont des freins, des excuses, des raisons de ne jamais se lancer. Et le pire, c'est que la plupart de ces mythes sont entretenus par des gens qui n'ont jamais repris. Donc des experts qui parlent de théorie, des créateurs qui n'ont jamais acheté d'entreprise, des gens qui fantasment la reprise sans connaître la réalité du terrain. Moi, je forme des repreneurs depuis maintenant un petit moment. J'ai vu des centaines de dossiers, j'ai accompagné des dizaines de personnes qui ont repris, j'ai aussi accompagné des vendeurs et je te le dis cash, 90% de ce qu'on raconte sur la reprise, c'est du bullshit. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait un accompagnement. Donc aujourd'hui, on va faire le ménage. Je vais te présenter les 10 mythes les plus courants. Donc allez jusqu'à la fin de la vidéo, tu verras la reprise d'entreprise avec un regard neuf. Allez, c'est parti. Le mythe numéro 10, c'est je vais reprendre, je vais tout optimiser en 3 mois et je vais digitaliser, je vais automatiser, je vais tout changer. Bon, alors ça, c'est le fantasme du repreneur qui sort d'une école de commerce ou du consultant qui croit que l'entreprise, c'est un PowerPoint. Pourquoi les gens y croient? Parce que sur le papier, c'est facile. Tu arrives, tu analyses, tu vois les failles, tu corriges et hop, en 3 mois, tout roule. Sauf que la réalité, dans la vraie vie, c'est que ça se passe pas toujours comme ça. Les process, c'est long à mettre en place, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, ça demande de l'énergie. Il faut pas croire, hein, les DG, enfin les cédants qui étaient là avant, ils sont au courant que s'ils avaient mis des process, ils avaient fait ci, ils avaient fait ça aurait été mieux. Sauf que ça demande de l'énergie, du temps, et donc peut-être que c'est une des raisons pourquoi ils l'ont pas fait. Par exemple, si tu veux mettre un CRM en place pour traquer tes clients. Donc ça, c'est une super idée. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui où il n'y a même pas de CRM, mais sauf que du coup, il faut choisir le bon outil, il va falloir former les équipes, il va falloir migrer les données, il va falloir du coup faire aussi accepter le changement. Ça, honnêtement, ça prend 6 mois minimum. Et pendant ce temps, il y a l'équipe qui râle, les commerciaux qui résistent, les clients qui voient clairement aucune différence. Et le pire, c'est que tout changer d'un coup, ça fait mal à l'équipe. Donc ça crée de la résistance, du turnover, de la tension. Les salariés se disent pourquoi ils changent tout? L'ancien patron, lui, il nous faisait confiance. Et donc tu perds des gens. Après, si tu leur expliques pourquoi, ils peuvent comprendre, mais certains ne sont pas comme ça, hein. Sans vouloir les dénigrer, bien sûr, heureusement qu'ils sont là, mais voilà, certains peuvent être assez réticents, on le sait. Donc mon conseil, oui, optimise, oui, améliore, fais-le progressivement, et les 6 premiers mois, ne change rien, observe, comprends, et ensuite tu ajustes plus doucement. Pour moi, l'optimisation, à mon avis, c'est comme la reprise, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ensuite, le 9e mythe, le cédant va rester 6 mois, voire 1 an. Il va me transmettre tout, il va m'accompagner, ça va être nickel. Bon, ça, c'est ce que tu te dis quand tu signes le protocole. Pourquoi les gens y croient? Parce que le cédant te le promet. Il va dire oui, oui, je reste 6 mois, je t'accompagne, y a pas de souci, et toi tu le crois. Sauf que dans la réalité, le cédant il veut partir, ça se trouve il est déjà parti dans sa tête, et du coup c'est pour ça qu'il vend, il est fatigué, il en a marre, il veut tourner la page. Donc oui, il va rester 1 mois, mais alors 6, honnêtement, ça serait vraiment, vraiment bien. Parfois c'est trop, hein, parce que du coup les salariés ne savent plus trop qui est le patron. Donc faut trouver un juste milieu, et du coup ça dépend de plusieurs choses dans la boîte. Dans une boîte qui est bien déléguée, 1 mois, honnêtement, c'est très bien. Le cédant, il te présente l'équipe, les clients, voilà, il se barre. Dans une petite boîte où le cédant est dans l'opérationnel, moi je dirais franchement 3-4 mois, parce que du coup, il doit rester, sinon tout va s'effondrer. Et si le cédant est vraiment investi et que tu es compétent, 6 mois pour moi, c'est quand même un peu trop. C'est vraiment du sur-mesure selon aussi vos compétences, le secteur, s'il est très technique, pas technique, et la place du cédant. Après, mon conseil, c'est quand même de ne pas compter sur le cédant. On ne sait jamais, imagine demain tu reprends, il lui arrive quelque chose, il va falloir quand même anticiper. Et puis même à un moment donné, il va partir, donc faut anticiper le fait qu'il disparaisse assez rapidement. Prends bien des notes, enregistre des process, limite fais-toi aider de personnes qui viennent mettre en place les process dans la boîte tant que tu y es, qui y vont aussi avant la vente. Je te conseille d'être autonome assez vite. Le mythe numéro 8, c'est je vais reprendre l'entreprise, tout va continuer comme avant, les clients vont rester, les salariés aussi, il n'y aura aucun problème. Ça, c'est l'illusion du repreneur un peu naïf. Pourquoi les gens y croient? Parce qu'ils pensent que si l'entreprise tourne bien, rien ne va changer, que les clients sont fidèles à l'entreprise et pas au patron, que les salariés sont contents, donc ils vont rester. Sauf qu'en réalité, tu vas sûrement perdre des clients, tu vas peut-être perdre aussi des salariés, c'est quasiment inévitable. Et pourquoi les clients partent? Parce qu'ils étaient attachés à l'ancien patron, pas à l'entreprise.
reprise, ils veulent tester la concurrence. Tiens, un nouveau patron, va aller voir ailleurs comment ça se passe. Et si les clients étaient attachés au savoir-faire du cédant lui-même, là, ça peut être énorme. Là, juste avant, j'avais une question sur une vidéo YouTube là qui est sortie. Il y a quelqu'un qui me demandait pourquoi un salon de coiffure hyper bien placé, machin, ne se vendait pas. Bah, parce qu'il y en a plein à vendre, et aussi parce que si le salon de coiffure, c'est le cédant qui fait la plupart coupe et que les gens ils viennent pour lui, bah, s'il part, c'est pas dit que les clients ils restent en fait. Donc voilà. Et après, il y a les salariés aussi qui peuvent partir, qui ont peur du changement, qui profitent de la transition, etc. Ou qui n'aiment pas ta façon de diriger, donc ils démissionnent. Et ça dépend aussi de toi. Si tu arrives en mode « je vais tout changer », à mon avis, tu vas perdre tout le monde, sauf si vraiment c'était une catastrophe dans la boîte. Et si tu arrives en mode « je vous écoute, on avance ensemble », là, tu risques d'en garder quand même beaucoup plus. Donc mon conseil, c'est d'essayer d'anticiper une perte de 10-20% de clients et ou salariés. Ça, c'est normal, c'est pas dramatique. Et du coup, si tu comptes sur 100% de rétention, bah là, tu risques de te prendre un mur. Le mythe numéro 7, c'est que la reprise d'entreprise, c'est un milieu d'hommes. Et les femmes, c'est compliqué. Bon, ça, c'est ce que certains pensent encore ou pensaient en 2025. Pourquoi les gens y croient? Bah parce qu'il y a moins de dirigeantes en France, parce que le milieu de la session reprise, c'est encore très masculin. Même quand tu vas dans un salon de reprise, il y a 80% d'hommes ou plus. D'ailleurs, moi, dans ma formation, j'ai 80% d'hommes. Dieu merci, il y a quand même quelques femmes. Et encore, moi, je suis une femme, donc je pense que j'attire plus de femmes que d'autres concurrents. La réalité, bah, c'est que dans ce milieu, oui, c'est majoritairement masculin. Ça commence à changer doucement. Je vois vraiment de plus en plus de femmes qui tentent à aller vers la reprise. Pour moi, être une femme, c'est pas un handicap, mais on nous met clairement des bâtons dans les roues. Moi, j'ai eu des remarques sexistes d'ailleurs sur ce sujet. Comment vous allez faire avec un enfant? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez y arriver? Et voilà. Est-ce que j'ai perdu des deals à cause de ça? Je ne pense pas. Ou alors, c'était des cédants qui n'ont pas voulu travailler avec moi. Du coup, j'ai pas été au courant, hein, peut-être. C'est fort probable. Mais je pense quand même que l'époque évolue. La preuve, on commence à être plusieurs femmes dans le monde de la reprise d'entreprise. Ça, c'est vraiment bon signe. Les cédants cherchent des repreneurs compétents, pas forcément des hommes. Et donc, si tu es sérieuse, préparée, pro, et bah pour moi, t'as autant de chance qu'un homme. Allez-y les femmes, lancez-vous. Vous êtes autant méritantes et compétentes qu'un homme pour reprendre, tout comme pour diriger une boîte. Donc voilà, ça ne doit pas être un frein. Donc arrêtez de se poser la question de ce mythe où c'est fait pour les hommes. Le mythe numéro 6, je vais reprendre l'entreprise, je vais mettre un DG et moi je vais juste superviser tranquille. Bon, celle-là, vous l'avez sûrement entendu parce que j'en parle quand même assez souvent. Ça, c'est le fantasme du repreneur qui veut être patron sans bosser. Pourquoi les gens y croient? Parce que ils ont lu des bouquins sur la délégation, parce que ils pensent que reprendre, c'est comme investir dans l'immobilier. Et encore, même dans l'immobilier, honnêtement, on peut pas tout déléguer des fois, même si c'est plus facile. Ils pensent que tu achètes, tu délègues, tu touches les dividendes. Sauf qu'en réalité, bah honnêtement, ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à me le dire quand même, hein, que voilà, vous n'êtes pas aveugle et vous savez très bien que c'est une illusion de vouloir mettre un DG directement et ne pas mettre les pieds dans la boîte. La question, c'est combien de temps minimum tu dois bosser avant de pouvoir déléguer, parce que bien sûr que c'est quand même possible de déléguer. Moi, je pense que c'est minimum 1 an, parce que si c'est une boîte simple, tu peux commencer à déléguer après 6 mois, mais avant ça, tu dois vraiment connaître la boîte. Sinon, comment toi-même tu peux savoir si ton DG fait du bon boulot? Et est-ce que c'est possible de mettre un DG dès le début? Oui, mais alors dans un seul des cas, s'il y a déjà un DG en place. Dans ce cas, bien sûr que tu peux reprendre une boîte avec un DG et donc déléguer directement. Là, ok, tu peux superviser. Et même dans ce cas, moi, je te conseille quand même de venir sur place et de rencontrer l'équipe, les clients, les fournisseurs, de comprendre comment la boîte fonctionne. Tous ceux qui ont essayé de mettre un DG sans connaître la boîte, ils m'ont dit que c'était mort. Et même en ayant un DG, t'as quand même du travail encore à faire dans la boîte, même si forcément, ça te prend quand même moins de temps. Moi, mon conseil, c'est les 6 premiers mois, tu es à fond, tu apprends, tu comprends, tu te fais respecter. Et après 1 an, tu peux commencer à déléguer. Et après 2-3 ans, là, tu peux vraiment commencer à respirer une fois que tu vois qu'il fait du bon boulot, etc. Et avant ça, honnêtement, oublie l'idée. Prends-le dès le début avec toi. Mais voilà, tu pourras pas savoir si s'il est bon ou pas. Et il faudra aussi tout de même que tu sois présent. Le mythe numéro 5, je vais reprendre une petite boîte, genre 200-300 000 euros de CA, comme ça j'investis moins, c'est moins risqué. Donc en gros, j'entends tout le temps que reprendre une plus petite boîte, c'est moins risqué. Et à chaque fois, je leur dis, non mais en fait, tu te plantes. Ils pensent en fait que s'ils investissent moins d'argent, bah, ils prennent moins de risques. Ça paraît logique comme ça, hein. Sauf qu'en fait, en reprise, c'est un peu l'inverse, parce que du coup, si tu reprends une petite boîte, c'est plus risqué. Pourquoi? Parce que tu as une dépendance totale au cédant. Donc dans une petite boîte, le cédant
précédent, c'est lui qui fait tout, il est commercial, il est comptable, il est manager, il est technicien, et le jour où il part, il ne reste rien. Et toi, du coup, tu dois tout reconstruire. Dans les petites boîtes aussi, souvent, bah, il y a pas beaucoup d'équipes ou une petite équipe de 3 salariés, 5 salariés, et du coup, s'il y en a un qui part, tu perds vite une grosse capacité de production. Donc c'est assez compliqué et ils détiennent le savoir-faire aussi. Et puis aussi, petite boîte égale concentration client. Donc pareil, si tu as un gros client qui part, bah, tu perds un gros montant du chiffre d'affaires. Alors souvent aussi, il y a peu de rentabilité. Bon, ça, c'est pas toujours vrai, hein. Il y a des petites boîtes qui sont extrêmement rentables. Mais sauf que voilà, si tu achètes une petite boîte qui a peu de rentabilité, bah, en fait, avec les frais annexes qu'il y aura à la reprise, expert comptable, assurance, remboursement de la banque, bah, il te restera quasiment rien. Et donc, pas de cash pour te payer. Pour moi, je pense que reprendre une grosse boîte, c'est plus facile. À partir de 1-2 millions de valorisation, bah, chiffre d'affaires, peu importe, hein. Ce qui nous importe surtout, c'est la valo et la rentabilité. Minimum 10-15 salariés. Pourquoi c'est plus facile? Bah, parce qu'il y aura moins de dépendance au cédant. L'entreprise, elle va tourner sans lui. Donc là, déjà, on élimine un énorme risque. Il y a une vraie équipe qui est en place. Donc si c'est un salarié part, bah, il y a toujours les autres. Les clients sont plus diversifiés. Il y a plus de rentabilité. Tu as du cash pour investir, embaucher, te payer. Et puis, les banques aussi financent plus facilement. Elles aussi, elles savent que c'est moins risqué. Les fonds et les club deals, c'est pareil pour ce genre de dossier. Donc voilà, mon conseil, c'est de ne pas viser trop petit en se disant, bah, j'ai pas beaucoup d'apports, je vais pas pouvoir acheter plus gros. Parce qu'en fait, derrière, il y a toujours possibilité de trouver des investisseurs qui vont venir t'aider à financer parce que la boîte est moins risquée et qu'elle est très belle. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme en immobilier. T'achètes un immeuble, certains veulent commencer petit en disant, je vais acheter juste un appartement au début. T'achètes un immeuble avec 6 appartements, moi j'ai commencé directement avec ça. C'est moins risqué d'avoir un locataire qui paye pas, parce que du coup j'ai les 5 côtes qui sont quand même là pour rembourser le prêt, alors que si j'en avais pris qu'un et que c'est ce locataire qui décide de ne pas payer qui me le pourrit, là le risque est quand même beaucoup plus élevé, je ne peux plus rembourser le prêt. Le quatrième mythe, c'est mieux de créer que de reprendre. Donc forcément, il y a team repreneur et team créateur. Là, voilà, chacun après est libre de penser qu'ils veulent. Bien sûr que je suis team repreneur, mais c'est pas pour autant que je trouve que créer c'est nul, parce qu'il y a des choses des fois qui n'existent pas ou qu'on ne peut pas reprendre, et donc bah, pourquoi pas la créer et racheter plus tard le concurrent ou autre chose en croissance externe. Mais voilà, les gens ils pensent que la création c'est plus sexy. Il y a eu la start-up, il y a eu l'innovation, la disruption, mais honnêtement ça commence à baisser un peu là le monde de la start-up. Et puis du coup que la reprise c'est un peu moins glamour. Mais pour moi, reprendre une boîte qui existe déjà, c'est juste pas une révolution. On reprend pas non plus une unicorn. Ça fait des années et des années que ça existe, la reprise. Ceux qui ont créé généralement et que j'ai en call moi sur mes repreneurs, ils veulent plus jamais créer. Pourquoi? Parce que c'est long et que c'est dur. En création, tu pars de zéro, t'as pas de clients, t'as pas de revenus, t'as pas d'équipe, tu mets 3 à 5 ans avant d'être rentable. Des fois, il y a des exceptions, tu peux être rentable rapidement, mais c'est assez rare. Et du coup, tu galères, tu te doutes, tu te demandes si tu vas y arriver. Alors qu'en reprise, tu prends une boîte qui existe, tu as des clients, des revenus, une équipe et t'es rentable dès le jour 1. Donc oui, ça peut prendre 2 ans pour trouver la bonne boîte, mais une fois que tu as repris, tu es rentable immédiatement, alors qu'en création, tu vas attendre 3 à 5 ans et au final, rien n'est sûr parce que tu te bases sur un prévisionnel et on sait très bien que les prévisionnels, c'est rarement tenu. Donc mon conseil, si tu veux être rentable rapidement, bah, je te conseille de reprendre, et si vraiment tu as un projet en tête et que c'est pas possible de le reprendre, ou que t'as pas les compétences, ou que tu n'as pas le profil de repreneur, hein, parce qu'il te faut de l'apport, parce que voilà, t'as pas de solution, je sais pas. J'ai une vidéo là-dessus d'ailleurs, et bien galère pendant 5 ans et crée. C'est aussi simple que ça. Alors, le mythe numéro 3, il faut venir du même secteur d'activité. Donc pour moi, si tu veux reprendre une boîte de plomberie, tu dois être plombier. Si tu veux reprendre une boîte de transport, tu dois être dans le transport. En effet, c'est beaucoup plus facile si tu connais le secteur. Donc certes, si c'est une très grosse boîte et que tu connais pas le secteur, bah ok, pourquoi pas. Tu peux gérer une boîte et ne pas connaître le secteur, mais parce que dedans, tu auras un DG, tu auras vraiment des gens spécialisés qui vont connaître le secteur. Mais là, on parle vraiment de très grosses boîtes. Si toi, tu connais le secteur d'activité, eh ben, tu auras beaucoup moins de problèmes à financer ta boîte parce que les banques auront moins peur, les club deals, les investisseurs, pareil, auront moins peur. Ils vont se dire, ils connaissent le métier et c'est beaucoup plus simple. Parce que sinon, si tu connais pas le secteur dans lequel tu veux reprendre et juste parce que tu te dis, il m'intéresse, tu risques d'avoir plus de refus, plus de garanties demandées à la banque et plus d'apports exigés. Le problème, en fait, c'est surtout, voilà, les banques derrière. Mais pas que, parce que je vous disais aussi, les investisseurs qui risquent de ne pas croire en vous.
Donc, est-ce qu'on peut reprendre hors secteur? Oui, mais du coup, que dans certains cas. Si tu as un associé dans le milieu, toi, tu gères la partie gestion, management, lui, il gère la partie technique. Tu es DG ou manager et tu veux reprendre du coup une grosse boîte. Donc, par exemple, le patron de Peugeot, il connaît rien à la fabrication de voitures et il a repris. Et voilà, il n'y a pas besoin d'aller connaître comment on répare, on fabrique, on monte une voiture. Mais du coup, lui, il va manager une grosse équipe de pros. Et du coup, là, ça marche. Dans une petite boîte, c'est compliqué parce que tu dois tout gérer, y compris la partie technique. Après, on dit qu'un commercial, il peut vendre partout. Sauf que bon, quand même, quand c'est un produit très technique, il devient bon qu'une fois qu'il connaît le produit. Donc voilà, ça demande du temps, de l'adaptation pour être performant. Moi, j'ai des clients qui ont repris hors secteur et franchement, ils m'ont dit après coup que c'était très très dur et qu'ils ne l'auraient pas refait. Donc voilà. Et un commercial qui a pu reprendre en ayant un associé qui servait de prête-nom, ça m'est déjà arrivé aussi. Sans avoir ce prête-nom pour reprendre, la banque n'aurait jamais accepté et pourtant, il a acheté une entreprise pas très chère. Donc pour moi, si tu veux rester dans ton secteur, fais-le. Et sinon, parce que peut-être que ton secteur, il n'y a pas de possibilité de reprendre ou alors tu ne peux plus le blairer, dans ce cas, assure-toi d'avoir un associé technique, une grosse équipe de pros ou un financement solide malgré tout. Le mythe numéro 2, c'est il faut beaucoup d'argent pour reprendre. J'aurais très bien pu aussi faire le mythe pas besoin d'apport pour reprendre. Bon, on va partir sur celui où il faut beaucoup d'argent parce que je l'entends quand même aussi assez souvent que la reprise c'est réservé aux riches et qu'il faut 200 k d'apport minimum. Ça, c'est ce que les gens pensent et honnêtement c'est faux, mais c'est un peu nuancé. Pourquoi les gens y croient? Parce qu'ils voient des dossiers sur la reprise, 500 000, 1 million d'euros, 2 millions et même sur le dossier du coup c'est marqué qu'il faut tant d'apport. Et ils se disent jamais je pourrais. Faut aussi des intermédiaires qui sont pas assez imaginatifs sur les solutions de financement. Mais bon. La réalité, du coup, c'est qu'avec 30 k d'apport, tu peux reprendre. Mais il faut savoir quoi. Avec 30 k, tu peux reprendre une petite entreprise, soit tout seul à 300 000 euros, mais avec les risques du coup que ça contient, dont on a parlé. Tu mets 30 k d'apport, la banque finance le reste, et puis toi, tu vas chercher d'autres petites solutions pour mettre le reste d'apport. Et la deuxième solution, c'est une entreprise plus grosse à 1 à 5 millions d'euros, mais dont tu ne seras du coup pas propriétaire à 100%. Parce que du coup, si tu mets que 30 k d'apport, le club deal, les investisseurs, ils vont financer le reste, et du coup, tu n'auras pas 100% du capital, tu auras peut-être 60 ou même moins. Tu mets vraiment pas beaucoup d'apport sur une grosse boîte. Par contre, tu partages les décisions, ça te prend l'expérience, tu peux racheter aussi petit à petit les parts, partage les profits. Il y a quand même des solutions et donc si tu veux quand même reprendre, ça peut être intéressant. Et puis, tu as aussi toutes les autres façons, solutions, le crédit vendeur, le prêt d'honneur, la BPI, les club deals, le love money et d'autres astuces dont je ne pourrais pas évoquer publiquement parce qu'elles sont un peu borderline. Mais voilà, j'en connais un qui a repris sans apport. Ça a marché. J'essaierai de vous faire une interview avec lui d'ailleurs, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la sortie de la vidéo et ne pas la rater. Donc bref, mon conseil, 30 000 euros suffisent pour se lancer. Mais après voilà, comme je disais, ne crois pas que 0 c'est suffisant et qu'avec 30 000 tu vas être propriétaire de 100% des parts. Ça, c'est du bullshit. Le dernier mythe, c'est que si une entreprise est à vendre, c'est qu'il y a un problème. Et ça, je l'entends tout le temps. C'est mais pourquoi ils vendent? Il doit forcément y avoir un truc, soit elle est pas rentable, soit le patron, il y a un truc qui cloche, il y a un problème caché. Franchement, j'en ai un peu marre de l'entendre celle-là. Et après, c'est logique, les gens ils se disent pourquoi vendre une boîte qui marche bien? Si elle tourne, tu la gardes, tu continues, tu en profites. Et donc, si le patron vend, c'est suspect. Voilà, ça c'est ce que les gens me disent à chaque fois. Mais du coup, la réalité, c'est que les cédants, ils vendent pour plein de raisons. Donc, voici les vraies raisons. La raison numéro 1, c'est les départs en retraite. Moi, dans les boîtes que j'ai à vendre, ça représente à peu près 30% des entreprises que j'ai à vendre. Généralement, c'est des patrons de 60, 65 ans qui sont fatigués, ils veulent profiter de la vie, de leur retraite, et du coup, ça, c'est normal. Mais tout le reste, c'est quoi? C'est un changement de projet. Le patron, il veut faire autre chose, soit racheter une autre entreprise, soit lancer un nouveau projet, soit se convertir. J'en ai beaucoup, ils veulent rester que dans l'IMO. Voilà, ils ont de l'argent maintenant, ils veulent investir dans des projets, etc. L'autre, c'est la vente obligée. Ça, j'en ai eu quelques-uns aussi. Divorce, séparation, obligé de vendre pour partager le bien. Si vous êtes marié sous la communauté des biens, et malheureusement, elle peut réclamer sa part. Et donc, ça arrive. En quatrième, je vais avoir le burn-out. Donc là, un patron qui est crevé, qui sait pas déléguer, qui arrive pas à déléguer, qui veut sortir de l'opérationnel. J'en ai eu un trop stressé parce que trop de créances à payer, etc. Trop de dettes. Il peut sortir. Il peut aussi vendre en minorité, prendre quelqu'un, peu importe. Mais généralement, ceux-là, ils veulent vendre rapidement. Ensuite,
bah, ceux qui veulent profiter de la vie, tout simplement, il veut voyager, il veut vendre pour récupérer l'argent de la vente, et puis voilà. Et il y en a certains qui veulent vendre bah, pour prendre l'argent, mais aussi pour racheter du coup avec cet argent autre chose derrière, reprendre une autre entreprise plus grosse. Donc forcément, s'ils ont peut-être, enfin j'en ai vu hein, qui ont acheté une boîte il y a 7 ans, 1 million, là du coup ils récupèrent 1,5 million en la vendant, et donc ils vont pouvoir réinvestir dans une autre entreprise. Et franchement, devinez quoi? La plupart de ceux qui veulent vendre pour profiter de la vie, eh ben ils finissent par racheter une autre boîte après. Ils profitent 1 ou 2 ans, puis ensuite ils viennent me voir, enfin j'en ai beaucoup qui viennent me voir en tout cas pour me dire ouais je m'emmerde, je veux reprendre une boîte, et donc aide-moi à trouver une boîte. Et donc moi, toutes les entreprises que je vends sont en bonne santé. Ça veut pas dire qu'il y en a pas qui sont en mauvaise santé, c'est juste que je les prends pas à vendre parce que c'est généralement pas ce qu'on cherche à racheter. Enfin moi en tout cas c'est pas ce que je vous conseille, et elles se vendent parce que voilà, elles sont rentables, et donc il n'y a pas de problème pour réussir à les vendre. Toutes celles qui ne sont pas en bonne santé, qui ne sont pas saines, elles se retrouvent au tribunal de commerce en liquidation, et voilà, c'est encore autre chose. Donc voilà mon conseil, arrêtez de croire que vendre ça veut dire problème dans la boîte. Dans 60% des cas, c'est juste un cédant qui veut passer à autre chose, et donc là c'est ton opportunité de reprendre une boîte qui fonctionne. Voilà, on vient de démonter les 10 mythes les plus tenaces sur la reprise d'entreprise. Donc si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que t'es assez sérieux et que peut-être tu vas te lancer. Donc maintenant, bah écoute-moi, je te dis juste, laisse-moi te dire un truc. Connaître ces mythes, c'est bien, mais savoir comment reprendre concrètement, c'est encore mieux, parce que reprendre, c'est pas juste je trouve une annonce, je négocie, je signe, non, c'est plein d'autres choses. C'est sourcer les bonnes opportunités, analyser les chiffres pour éviter de se faire avoir, négocier pour ne pas surpayer, monter les financements pour convaincre la banque, faire des audits pour détecter les problèmes avant de signer, et donc reprendre sans tout casser. Et ça, bah moi c'est ce que je t'apprends dans Reprise Élite, et j'ai même fait une petite vidéo YouTube aussi dessus sur les étapes de la reprise, et une mini formation sur la reprise si ça t'intéresse. Et si tu veux vraiment approfondir le sujet, bah écoute, n'hésite pas à me contacter et on en rediscute. Avant de partir, dis-moi en commentaire combien de ces mythes tu croyais avant cette vidéo. Sois honnête, il n'y a pas de honte, hein, même moi quand j'ai commencé, j'en croyais la moitié. Donc si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. On se revoit dans une semaine pour une nouvelle vidéo.